Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Avant de commencer, nous allons faire un petit test son et image. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez correctement les slides? Eh bien, c'est parfait. Donc, je ne vois pas vos questions, je ne vois pas vos réactions pour l'instant, mais on va m'aider bien sûr à voir tout ça. Donc, du coup, hop, je prépare. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire. Donc maintenant que vous me voyez bien, vous m'entendez bien, nous allons pouvoir… Donc tout d'abord, je me présente, donc Sophie Régnier, responsable du service cotisation. Je serai votre animatrice pour ce webinaire consacré à l'embauche de travailleurs saisonniers. Donc j'ai le plaisir d'être accompagnée par Monsieur Guéguen de France Travail Pro, ainsi que Patrice Lecault, chargé d'études au service cotisation. Donc avant de commencer, je vais juste vous donner quelques petites consignes techniques pour que tout se passe bien dans les meilleures conditions. Donc le support sera mis à votre disposition à l'issue de la présentation. Vos micros et caméras seront coupés pendant toute la durée de la présentation afin d'éviter les bruits de fond, garantir une bonne qualité d'écoute pour tout le monde. Si vous avez des questions ou remarques, vous pourrez les poser dans le fil de discussion. Nous ferons de notre mieux pour y répondre pendant ou à la fin du webinaire. Surtout, veillez à ne pas partager d'informations personnelles ou sensibles dans le chat pour garantir la confidentialité de tous, bien sûr. Et donc, ce webinaire, il est enregistré, donc vous pourrez le voir ultérieurement si besoin. Tout est parfait pour vous. Donc, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Patrice sera de toute façon là pour m'alerter. Donc, lors de cette présentation, nous allons vous présenter les prérequis à l'embauche ainsi que les formalités. Donc, un focus sur l'embauche des travailleurs étrangers, la présentation des services en ligne et nous ferons également un point sur la santé et sécurité au travail de vos saisonniers. Et enfin, nous vous partagerons quelques informations utiles. Sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Guéguen, que je remercie pour sa présence et qui va vous présenter les services de France Travail pour vos recrutements. Merci Madame Régnier, bonjour à toutes et tous. Alors moi je sévis dans l'Indre-et-Loire, mais je vais parler au nom des trois départements que couvre la MSA Berry-Touraine. Et donc c'est les mêmes services qui sont déployés sur ces trois départements. Donc France Travail Pro, c'est la branche qui s'adresse aux employeurs, aux recruteurs à France Travail. Donc on l'a matérialisé par cette marque France Travail Pro qui s'adresse aux professionnels. Un petit rappel en introduction sur les ambitions, c'est de mieux faire connaître notre offre de services dédiée aux entreprises, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image, qui est normale, des services aux demandeurs d'emploi et l'offre de services aux entreprises est moins connue. L'autre ambition, c'est d'aller au-devant des entreprises de manière proactive pour mieux connaître vos besoins de recrutement. Et troisième ambition, c'est de devenir votre partenaire RH. On ne va pas remplacer vos comptables, mais en tout cas d'avoir une approche un peu plus globale que simplement l'offre d'emploi et d'avoir une vision un peu plus 360 de l'entreprise. Voilà, pour donner le cadre. Alors, pour passer sur le côté opérationnel, voilà une diapositive qui résume en fait l'offre de service France Travail Pro qu'on va détailler ensuite. Donc, le site francetravail.fr, c'est la clé d'entrée. Et on va passer en revue ça, mais quand vous aurez le support, voilà, sachez que ça résume très bien l'offre de service, on va dire du plus simple au plus élaboré. On peut passer à la slide suivante. Diapo suivante. Voilà. Alors, ce que je disais, le début, la base, c'est de publier votre offre d'emploi. C'est-à-dire que quand on a un besoin de recrutement, on peut en parler autour de soi. Généralement, c'est ce qui se passe. On passe par le cercle relationnel de confiance. Et puis, si ça ne suffit pas, on élargit le besoin. Mais effectivement, c'est important pour plusieurs choses. Déjà, pour rendre public, c'est le sens de publier, rendre public votre besoin, donc le faire connaître. Et puis, ça a un autre impact aussi, c'est de faire recenser ce besoin dans les statistiques de l'emploi. Parce qu'en fait, nous, on est le site emploi officiel, on va dire, qui apparaît dans les statistiques. Donc, si par exemple, dans l'agriculture, il y a des recrutements, mais qui ne sont jamais publiés sur francetravail.fr, finalement, ça n'apparaît pas dans les statistiques. Alors après, il y a d'autres sources. Il y a
déclarations préalables à l'embauche, hein, qui peuvent être aussi comptabilisées. Mais c'est un indicateur quand même, hein, le fait de faire publier les offres pour ensuite tout ce qui est analyse économique, achat de formation, etc. Euh, pour ce qui vous concerne, pour les saisonniers, une offre d'emploi, c'est pas forcément euh, ça peut être un recrutement en autonomie pour vous, c'est-à-dire que vous gérez votre offre, vous faites appel à un conseiller en agence ou vous le faites de manière autonome, mais après, vous pouvez gérer vous-même votre offre. Donc, vous allez recevoir des candidatures un peu partout, de différents horizons. Mais, et ça c'est quelque chose que je précise, sur lequel j'insiste, c'est qu'il y a des conseillers experts qui peuvent vous aider à présélectionner les candidats. Si tant est que vous avez besoin d'une cible particulière, ne serait-ce qu'un moyen de locomotion par exemple, en fait les collègues se chargent de présélectionner les candidats et donc d'écarter les candidatures qui ne rentrent pas dans vos critères. Donc ça, c'est un élément important et un vrai. Enfin, le premier service, on va dire qu'on peut vous rendre, c'est celui-là, c'est de créer une présélection et on essaye de répondre à vos demandes et en tout cas de faire un point à minima 30 jours après le dépôt de l'offre pour faire un point avec vous et aller plus loin dans la proposition de service. Alors justement, dans les services qu'on peut vous proposer en plus, voilà, on peut vous conseiller, par exemple, de contacter directement des candidats vous-même dès la publication de l'offre. Vous pouvez être en mesure d'aller fouiller dans la banque de CV, si j'ose dire, de France Travail et d'aller identifier des compétences qui ont été déposées par les chercheurs d'emploi pour voir si ça peut correspondre à vos attentes. Et dans ces cas-là, vous pouvez leur partager, leur pousser votre offre d'emploi et rentrer en contact directement avec eux. Donc ça veut dire, vous voyez, l'accès à 900 000 propositions de contact qui ont été faites en 2023 à l'initiative des employeurs et 40% des candidats qui ont été intéressés par ces propositions. Donc c'est en fait cette démarche peut venir de vous si tant est qu'il y a une offre d'emploi qui a été déposée par votre service, par votre biais. Voilà, merci beaucoup. Dans les autres services qu'on peut vous proposer, il y a l'idée de recruter autrement et d'élargir le sourcing, comme on dit, c'est-à-dire la recherche de candidats. On a par exemple une méthode bon, qui a fait ses preuves, hein, elle a maintenant 30 ans. C'est la méthode de recrutement par simulation, en fait, qui vise à simuler un travail dans une salle. Donc, si par exemple ça concerne les travaux saisonniers, on ne va pas être dans un champ, on va simuler l'activité et on va évaluer le potentiel des candidats qui peuvent venir de tous métiers confondus, hein, toutes origines, le potentiel des candidats à avoir les compétences, si tant est qu'il y a une petite formation peut-être à la clé, pour exercer le métier. Alors pour ça, on appelle ça des habiletés et on demande des contrats à minima de 6 mois, mais pour les contrats saisonniers, on peut descendre à 4 mois. Et ça permet, alors le gros avantage, c'est que ça permet de capter des gens que vous n'auriez pas recrutés sur CV. D'ailleurs, c'est une méthode où on vous demande de ne pas vous servir des CV. Donc, de faire confiance à la méthode en quelque sorte, et simplement d'avoir, pour les gens qui réussissent les exercices ensuite, de les recevoir en entretien, d'avoir un entretien sur la base de leur motivation, leur connaissance du poste, qu'est-ce qu'ils ont compris du poste, etc., et leur motivation à l'exercer. Alors, on peut être amené à parler du parcours, mais en tout cas sans se focaliser sur le CV. Et le retour des employeurs qui utilisent cette méthode, c'est d'une part qu'effectivement, ils recrutent des gens qu'ils n'auraient jamais identifiés sur CV. Les chercheurs d'emploi n'auraient peut-être pas postulé sans la méthode qui leur donne une légitimité, parce qu'en fait, ils ont été validés par les exercices. Et puis, avec le recul, on s'aperçoit aussi que les personnes qui sont embauchées suite à ce type de méthode de recrutement sont en poste un an après, très majoritairement, voire évoluent dans la fonction. Euh, On a des histoires assez intéressantes d'anciennes coiffeuses qui ne pouvaient plus exercer, qui se retrouvaient sur une plateforme de contact et qui est devenue manager de pôle, par exemple. Et la DRH a dit qu'elle n'aurait jamais embauché cette personne-là sur CV. Donc voilà, voilà un service un petit peu premium hein, de France Travail Pro que vous pouvez utiliser.
Parlez-en à votre conseiller France Travail Pro, on vous donnera les contacts à la fin. Voilà, pour en savoir plus, pour tester, ça peut être intéressant. Ensuite, une autre possibilité d'élargir ces candidatures, de faire connaître vos métiers, très très simple, c'est l'immersion professionnelle. En fait, il s'agit d'accueillir des candidats en stage. C'est pas vraiment des stages parce qu'il n'y a pas de formation, mais c'est pour ça qu'on parle d'immersion. Mais pour faire connaître en fait le travail en situation réelle. Alors, il y a deux objectifs. Soit c'est pour faire découvrir votre métier, et puis pour les chercheurs d'emploi, c'est aussi de les faire avancer dans leur projet de reconversion, par exemple, ou de recherche d'emploi, pour découvrir d'autres possibilités. Et l'autre utilité de cette immersion professionnelle, c'est d'être dans une démarche de pré-recrutement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont soit pas à l'aise du tout en entretien, qui vont se tirer une balle dans le pied, mais qui peuvent être très bons sur le terrain. Soit au contraire, il y a des gens qui sont très très à l'aise en entretien, qui sont forts pour faire un bon CV, etc. Mais sur le terrain, c'est pas forcément le cas. Donc là, l'avantage de l'immersion professionnelle, c'est qu'on voit la personne en situation réelle aussi. Le candidat voit la réalité de votre activité, entreprise, exploitation en situation réelle aussi, hein, donc tout est transparent. Et vous pouvez constater ce qu'il est ou il ou elle est, et puis ce qu'il sait faire ou pas. Donc il y a la partie des savoir-être, hein, c'est bête, mais la ponctualité, la relation à l'autre, l'écoute des consignes, etc. Et pour ceux qui ont dit connaître, enfin avoir des compétences techniques, c'est le moyen de les tester. Alors comme vous le voyez, c'est une période qui peut aller de 1 à 30 jours. Alors on essaye, la moyenne c'est une semaine, hein, les immersions. On essaye de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps parce que il faut savoir que la moitié des chercheurs d'emploi ne sont pas indemnisés, hein, ne touchent pas d'allocation chômage. Donc pendant cette période, ils ne sont pas plus indemnisés. Ça peut générer un peu de déplacement, de frais. Voilà, donc on ne veut pas que ce soit des périodes non plus de travail. Vous pouvez les faire travailler hein, pour ceux qui ont des compétences techniques. On les met en situation réelle, mais voilà, il ne faut pas que ça dure, il ne faut pas que ce soit du travail simulé. Il faut que ce soit vraiment un objectif cadré. Donc voilà, on reste autour d'une semaine en moyenne. Ça se fait facilement maintenant, alors soit par France Travail, soit il y a d'autres prescripteurs, hein, Mission Locale, entre autres, les conseils départementaux aussi. Et maintenant, il y a surtout une plateforme en ligne qui s'appelle Immersion Facilité. Et comme son nom l'indique, et pour une fois c'est vrai, c'est vraiment facile. Vous créez votre compte avec un siret et vous pouvez rechercher des candidats et inversement, les candidats peuvent rechercher une entreprise pour découvrir un métier. Et après, le rapprochement se fait entre vous pour trouver une date et des horaires communs. Et une fois que vous êtes mis d'accord, en fait, la suggestion vient chez nous de façon numérique pour signer la convention. Donc tout se fait de manière dématérialisée. C'est vraiment facilitant. Donc voilà pour cette possibilité de découverte ou de test en fait des candidats, l'immersion professionnelle. Et puis, par exemple, ça peut s'enchaîner avec une formation avant l'embauche. Donc, c'est notre outil principal de formation aujourd'hui à France Travail. C'est finalement sur la base d'une offre d'emploi. Donc, ça peut être, comme vous le voyez, un CDI, un CDD, une intérim ou une alternance d'au moins 6 mois. Et dans le cadre des contrats saisonniers qui nous intéressent ce matin, on descend à 4 mois minimum. Il faut quand même un contrat relativement long, en tout cas pas trop court. Et ça peut donner l'occasion, donc c'est à la base d'une offre d'emploi, hein. Vous cherchez à embaucher quelqu'un et il se trouve que la personne, elle n'a pas forcément toutes les compétences attendues. Voilà, il va peut-être y avoir, alors soit elle est complètement débutante, il faut la former, soit il lui manque une partie des compétences parce que votre activité est spécifique, par exemple. Donc ça peut très bien être de la formation interne à l'exploitation. Et dans ce cadre-là, ça peut aller de 1 heure jusqu'à, vous voyez, 450 heures de formation. Et dans le cas de contrat saisonnier, ce sera 300 heures maximum. On ne va pas faire plus de formation que de temps de travail quand même. Donc l'idée, c'est vraiment une adaptation au poste. Donc soit ça nécessite une formation externe en centre de formation parce que
c'est pas, il faut une habilitation spécifique et ça doit passer par un organisme. Soit, encore une fois, c'est de l'interne. Et on met en place avec vous un plan de formation qui aboutit à une embauche. Alors, ça aboutit à une embauche et tout se passe bien. Il n'y a pas d'obligation à embaucher, mais le but, c'est que tout se passe bien. D'ailleurs, vous voyez que 83% des stagiaires sont toujours en emploi 6 mois après la fin de la formation. Ça veut dire que le taux de réussite est quand même très, très bon. Et c'est l'objectif poursuivi par tout un chacun, par nous, par vous, par le candidat. Euh, alors, petite information qui date d'hier, donc c'est vraiment très récent, je n'ai pas pu changer le support, hein, Madame Régnier. Là, il est indiqué qu'une participation de l'employeur peut être demandée. Bon, là, au conseil d'administration de France Travail au national, ils sont revenus là-dessus. On reste, comme les années précédentes, sur une prise en charge des frais pédagogiques totale, à 100% par France Travail. Voilà. Et on prend en charge la rémunération du stagiaire de la formation professionnelle. Parce que pendant la période de formation, la personne n'est pas embauchée chez vous, elle reste inscrite à France Travail et est indemnisée par nous. Donc en clair, ça ne vous coûte rien. On vous demande juste d'avoir un contrat clair avec nous pour vraiment parier sur une embauche à la clé. Et voilà, en cas d'abus, on vous dit, enfin, voilà, il n'y a pas de sanction, mais on ne renouvellera pas l'opération. Ouais. On est vigilant là-dessus. Mais comme vous voyez, dans 80% des cas, ça marche. Et si tout se passe bien, encore une fois, à la fin de la période de formation, vous embauchez la personne et il y a toujours une période d'essai. Ça ne change pas. Voilà, donc c'est une formule qui fonctionne bien, qui est vraiment du coup humain pour les entreprises qui recrutent et qui rassure aussi les candidats, puisque donc quand ils prennent leur poste, ils ont reçu une formation et ils sont plus à l'aise et plus légitimes pour commencer leur travail. Voilà pour la préparation, ça s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Oui, voilà, une précision. Et voilà, alors pour tous ces contacts-là, pour approfondir, vous avez l'ensemble des contacts des équipes entreprises, à la fois de l'Indre-et-Loire que vous voyez ici, mais aussi du Berry, enfin du Loir-et-Cher déjà, et puis ensuite de l'Indre. Voilà. Et d'une manière générale, si vous ne savez pas si vous dépendez de Tour de Lyon, d'Issoudun, etc., de toute façon, il y a un numéro unique pour les employeurs, c'est le 39 95. Et quand vous êtes sur le serveur vocal, vous tapez votre code postal et ça va vous orienter directement vers la bonne agence. Ça, c'est un moyen aussi assez simple. 39 95, votre code postal, et vous n'allez pas tomber sur une plateforme quelque part, vous allez tomber vraiment sur l'équipe entreprise qui s'occupe de vous. Donc, c'est des petites équipes, hein, on essaye d'avoir un suivi individualisé par employeur. Donc, ouais, il y a des systèmes de binôme parce qu'en cas de vacances, là, il y a des relais qui sont pris dans les équipes, mais c'est des équipes qui vont de 3 à 10 personnes maximum. Donc, c'est un contact qui reste personnalisé. Voilà pour une présentation synthétique de nos services aux recruteurs. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'en vois pas pour l'instant, mais D'accord. n'hésitez pas. Dans tous les cas, même si vous avez des questions après ce webinaire, nous pourrons les relayer, bien sûr, à France Travail Pro, il n'y a aucun souci, hein, mais c'est vrai qu'au moins, ça permet d'avoir les premières infos. Et en plus, infos en avant-première, puisque vous avez des infos toutes fraîches. Ah bah là oui, c'était le scoop. Parfait. Bah, écoutez, je ne vois pas de questions. Non, je n'en vois pas. Bah, écoutez, je vous remercie, Monsieur Guéguen, en tout cas, pour votre participation et votre aide pour ce webinaire. Merci pour l'accueil. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Donc, du coup, on va enchaîner. Si je vois s'il n'y a pas de questions qui arrivent. Donc, pour bien démarrer l'embauche, hein, déjà de vos salariés saisonniers, en tant qu'employeur, hein, il y a plusieurs prérequis. Donc, justement, on va vous les présenter un petit peu ces prérequis. Donc, tout d'abord, en tant qu'employeur, avant d'embaucher vos premiers salariés, vous devez connaître la convention collective dont vous dépendez. Vous devrez appliquer les dispositions de cette convention euh, collective, comme la classification des emplois, la rémunération, la durée du travail, ainsi que la prévoyance complémentaire. Je vous partage un lien vers le site de codedutravail.gouv.fr pour retrouver votre convention. Donc, des fois, ça peut aider quand on ne la retrouve pas. Donc, pour rappel, une convention collective, déjà, c'est un accord écrit qui est négocié entre les organisations syndicales et des employeurs ou groupements d'employeurs.
Chaque convention collective est identifiée par un numéro qui est appelé IDCC. Cette convention elle va définir notamment les conditions de travail, les salaires, les congés payés, les droits et les obligations, que ce soit pour les employeurs ou les salariés. Elle va adapter les règles de code du travail aux situations particulières du secteur concerné. Donc, si aucune convention collective ne s'applique à votre secteur d'activité, ça peut arriver, vous devez vous référer aux dispositions du droit du travail. Pour cela, vous pouvez, si besoin, vous renseigner auprès de l'adresse. N'hésitez pas, surtout s'il y a des questions. Donc, le deuxième prérequis concerne la mutuelle d'entreprise. Donc, depuis 2016, j'imagine maintenant pour ceux qui sont employeurs depuis un petit moment, vous le savez, vous avez l'obligation en tant qu'employeur de proposer une complémentaire santé à l'ensemble des salariés. Donc, la cotisation est partagée entre vous et le salarié. Donc, vous devrez prendre en charge au minimum 50% de la cotisation de base. Donc l'adhésion, elle se fait auprès de l'organisme assureur de votre choix. Mais il faut noter que la plupart des accords collectifs recommandent un organisme donc, qui est déterminé dans la convention collective. Vous pouvez vous rapprocher de votre fédération. Donc elle saura vous aiguiller. La MSA a signé des conventions de gestion avec des partenaires comme Malakoff Humanis et Agrica pour les paysagistes. Donc pour les organismes pour lesquels la MSA a la gestion, l'adhésion elle se fera via la DPE. La DPAE, la déclaration préalable à l'embauche. C'est difficile. Si vous avez choisi un autre organisme, l'adhésion se fera via un bulletin d'adhésion. Donc, si on prend le cas pour Malakoff Humanis, il n'y a pas de condition d'ancienneté. L'adhésion pour les CDI, elle se fait en automatique, ainsi que pour les CDD de plus d'un mois. Pour les CDD de moins d'un mois, l'affiliation se fera uniquement via un bulletin d'adhésion. Pour l'offre paysage agricole, également, il n'y a pas d'ancienneté non plus. L'ancienneté est à 0. Pas de questions sur la partie mutuelle. Donc, pour la mutuelle, justement, la mutuelle, elle est obligatoire. Cependant, votre salarié peut choisir d'être dispensé de la mutuelle, soit parce qu'il a déjà une mutuelle, soit il a un contrat santé solidaire ou il est déjà ayant droit sur un autre contrat, que ce soit famille ou groupe. Donc, c'est juste qu'en effet, et surtout sur les contrats saisonniers, vous allez souvent avoir cette demande. Donc, du coup, en tant qu'employeur, vous devez obligatoirement récupérer la demande écrite de votre salarié et déclarer cette dispense d'adhésion dans la DPAE, donc dans la déclaration préalable à l'embauche, ou via votre espace privé dans l'onglet Contact et échange, dans mes messages. Donc, c'est vraiment important parce que vous êtes responsable du contrôle du motif du cas de dispense. Donc, vous devez avoir les justificatifs, vous devez les conserver. Par contre, la MSA, en tant qu'organisme de la protection sociale, n'a pas pour rôle de contrôler ces dispenses. Donc, vous n'avez pas besoin de nous envoyer ces justificatifs. Vous devez les conserver, vous devez juste, par contre, nous informer. Donc, soit via la DPAE, comme je vous l'ai dit précédemment, soit via votre espace privé. Je rajoute que cette demande, elle doit être renouvelée chaque année. Donc, vous devez bien redemander ces justificatifs à chaque année. Donc, c'est important. Et de même, vous n'avez pas besoin de l'envoyer à la MSA. De toute façon, nous, c'est un contrat, une dispense. Donc, si en effet, c'est des petits contrats, si vous faites 2, 3 contrats à ce salarié, il nous faudra 2 à 3 dispenses pour chacun de ces contrats. C'est un CDI. La dispense s'applique au démarrage du contrat et ensuite sera jusqu'à un changement en fait. Je vois qu'on a une question. On nous a indiqué que la mutuelle ne se déclenche pas pour les contrats de moins d'un mois. Comment respecter notre obligation alors? Justement, c'est ce que je vous mettais. Donc, pour les contrats de moins d'un mois, c'est sur bulletin d'adhésion. Il faut nous prévenir, en fait. Il faut faire un bulletin d'adhésion et nous transmettre ce bulletin d'adhésion. C'est comme ça, en fait, pour les contrats de moins d'un mois. Mais en effet, l'obligation, il n'y a pas d'ancienneté, en fait. Est-ce que ça répond à votre question? Ok, parfait. En cas de dispense, le salarié, par contre, peut vous demander le versement santé. Donc, c'est une aide mensuelle qui est versée par l'entreprise au salarié pour financer une partie de sa complémentaire santé individuelle. Donc, elle est soumise à un critère de durée. Donc, c'est des contrats de moins de 3 mois pour les CDD et les missions d'intérim et moins de 15 heures pour les contrats à temps partiel. Donc, pour plus d'informations, je vous ai mis le lien du site sur la MSA qui vous donne vraiment plus de détails. Mais sachez que c'est une demande, en effet, que le salarié peut vous demander en cas de dispense. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Est-ce que vous avez possibilité, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir les micros, est-ce que vous avez possibilité de le mettre dans le fil?
Ou sinon de mettre, sinon je vais regarder vos coordonnées, sinon nous envoyer un petit mail pour qu'on puisse vous rappeler si des fois vous ne pouvez pas du tout poser la question dans le fil. Je me le suis noté en tout cas. Donc voilà pour la partie versement santé. Dernier prérequis, donc avant l'accueil de vos premiers salariés, le DURP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels, ce document va vous permettre d'identifier et analyser les risques liés à la santé et à la sécurité de vos travailleurs. Si vous avez besoin d'aide, le service prévention de la MSA Berry-Turenne peut vous guider à établir ce document. Je vous note les coordonnées du service SST, donc santé et sécurité au travail, et la répartition géographique de vos conseillers. Donc comme ça, vous pouvez les contacter, ils pourront vous accompagner s'il y a besoin. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Si je comprends bien, dans le cas d'un contrat de moins de 3 mois, pas d'obligation de fournir une mutuelle ni de payer le versement santé? Alors non, la mutuelle, elle est vraiment obligatoire. C'est juste que pour les contrats de moins d'un mois, la dispense, ça se fait sur bulletin d'adhésion. Mais automatiquement, la mutuelle, c'est vraiment dès la première heure, hein. Donc c'est vraiment après, il faut mettre une dispense, hein, pour la mutuelle. Et le versement santé, ça, c'est vraiment à la demande du salarié. Vous, en tant qu'employeur, vous devez les informer qu'ils ont cette possibilité, mais c'est vraiment à la demande du salarié. Si le salarié n'en fait pas la demande, vous n'êtes pas obligé de verser le versement santé. Alors, je vois qu'à nouveau, il y a des mains qui se lèvent, donc je suis désolée, mais je ne peux pas ouvrir les micros. Donc, n'hésitez pas dans le fil, hein, sinon je note pour vous recontacter après le webinaire sinon. Donc, je sais que ça suscite beaucoup de questions, hein, souvent les mutuelles, hein. Donc n'hésitez pas. Je vais vous parler également maintenant de l'ouverture des droits santé. Donc notamment, attendez, il y a encore une question. Comment calculer le coût du versement santé? Justement, dans le lien que je vous ai mis, il y a vraiment tout le calcul parce qu'il est vraiment assez long le calcul à faire. Donc, je ne vais pas vous le présenter lors de ce webinaire. Mais en tout cas, le lien que je vous ai mis, vous avez la possibilité d'accéder à tout ce calcul pour vous y aider. Donc, la PUMA. La PUMA, ça permet à toute personne qui exerce une activité professionnelle en France ou qui réside en France de manière stable et régulière de bénéficier d'une couverture santé. Donc, l'objectif est simple, mais essentiel, garantir un droit maladie illimité pour tous, sans interruption, quel que soit le régime de sécurité sociale. Dès le premier jour d'embauche, le salarié peut bénéficier de la prise en charge des frais de santé auprès de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend. Les droits santé sont ouverts en illimité, ce qui signifie qu'il n'y a pas de plafond pour les remboursements médicaux, tant bien sûr que les conditions d'éligibilité soient remplies. Cependant, il est important de noter que cette couverture illimitée ne s'applique pas aux ressortissants étrangers hors Union européenne. Donc, vous verrez qu'un petit peu plus tard, on va faire justement un focus sur les travailleurs étrangers. Donc, pour eux, la situation elle est un petit peu différente et l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité, elle est obligatoire pour l'ouverture des droits. L'ouverture de ces droits permet de prétendre à 2 types de prestations maladie. Donc le premier, les frais de santé. Donc il s'agit des remboursements médicaux pour les consultations, les soins, les médicaments, etc. En deuxième point, ce sont les indemnités santé. Donc elles interviennent en cas d'arrêt de travail, permettant de compenser une partie de la perte de revenus. Pas de questions sur ce point. Donc, dans le but de simplifier les démarches et de limiter les changements fréquents entre différents régimes de protection sociale, donc ce qui est le cas, hein, notamment pour les travailleurs saisonniers qui peuvent à un moment donné travailler au régime général, ensuite travailler sur le régime agricole. Donc, pour éviter justement tous ces changements fréquents de régime, il y a des modifications qui ont été apportées aux conditions d'affiliation automatique des salariés. Donc, ces ajustements, elles visent à réduire les mutations inutiles, hein, lors de ces changements de situation professionnelle, tout en garantissant la continuité des droits pour chaque individu. Donc, en fait, cela permet aux salariés saisonniers de conserver leurs droits de manière fluide et sans interruption, même lorsqu'ils changent d'emploi ou de statut. Il n'y a pas d'ouverture de droit automatique pour les CDD inférieurs à 6 mois ou inférieurs à 100 heures par mois. Donc, s'ils ont moins de 6 mois,
moins de 100 heures. Mais en fait, ici, ils étaient auparavant au régime de la sécurité sociale. Ils vont rester affiliés là-bas. Par contre, idem, s'ils étaient au régime agricole, il n'y aura pas de bascule avant au moins 6 mois. Est-ce que cette partie-là vous... C'est vrai qu'on a souvent des questions sur ce sujet, à savoir pourquoi les droits ne sont pas ouverts à la MSA, mais voilà, puisque pour l'instant, soit les 6 mois ou soit les 100 heures ne sont pas encore atteints. Pour les salariés saisonniers qui sont originaires de l'Union européenne ou de l'EEE, donc l'espace économique européen, l'ouverture des droits à la protection universelle maladie, donc la PUMA dont je vous ai parlé tout à l'heure, s'effectue de manière similaire à celle des salariés français. Il y a 2 critères principaux qui sont pris en compte, donc le critère d'activité professionnelle et le critère de résidence. Donc, ça signifie qu'un salarié saisonnier qui vient d'un pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, il bénéficie des droits comme n'importe quel salarié français dès lors qu'il répond à ces critères. Donc, pour les salariés saisonniers nés hors de l'Union européenne et de l'espace économique européen, l'ouverture des droits à la PUMA est légèrement différente. Donc, le droit à la protection universelle maladie est ouvert pendant toute la durée de validité de leur titre de séjour, avec une prolongation de 6 mois après l'expiration de celui-ci. Donc, tout le temps de leur titre de séjour et 6 mois après l'expiration. Ça permet aux saisonniers de continuer à bénéficier de la couverture santé, même après la fin de leur séjour légal en France. Enfin, pour les saisonniers encadrés par l'OFII, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les droits à la PUMA sont ouverts uniquement pendant la période du contrat de travail. Donc, ce qu'on appelle en fait les salariés ressortissants relevant de l'OFII, ça va être les titulaires de visa long séjour, ça va être les bénéficiaires de regroupement familial, les bénéficiaires d'une protection internationale comme les réfugiés. Voilà, donc ça, c'est tous ces cadres-là. En fait, en gros, c'est vraiment les longs contrats, les longs séjours. Une fois que les contrats sont terminés, les droits s'arrêtent également. Donc, pour eux, ça nécessite de bien planifier les démarches administratives en amont. Une fois que leurs droits à la PUMA sont ouverts, uniquement vraiment pendant la période de contrat de travail. Donc, voilà, une fois que le contrat est terminé, il n'y aura pas de prolongation par la suite. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Je n'en vois pas. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on reprendra les questions à la fin si des fois on en a manqué. Donc, ce dernier point, il y a un petit point, juste un petit focus sur les jeunes travailleurs. Alors, ce point, ça relève vraiment du droit du travail. On vous alerte juste, là, c'est vraiment une petite alerte sur l'embauche des mineurs. Parce que c'est vrai qu'on a souvent des questions à la MSA, mais sachez quand même que c'est l'inspection du travail qui pourra vous aider sur ce sujet. Mais on note quand même quelques informations et obligations effectuées avant l'embauche d'un travailleur saisonnier mineur. Et on vous conseille si vous avez le moindre doute, de vous rediriger vers l'inspection du travail. Donc, en tout cas, un mineur a dès sa naissance aussi un numéro de sécurité sociale. Donc, il faut penser à le saisir et pas mettre surtout le numéro des parents. On s'est aperçu que dans certains TESA, notamment certains employeurs n'avaient pas le numéro de sécurité sociale, ils ont mis celui des parents. Surtout pas, parce que ça veut dire que c'est le parent qui est déclaré à la place du jeune. Donc voilà. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut vous dire pour les jeunes travailleurs, normalement, la réglementation du travail prévoit qu'aucun jeune ne peut travailler avant d'être libéré de ses obligations scolaires qui sont fixées en France à 16 ans. Mais par exception, les adolescents de 14 et 15 ans peuvent travailler pendant les vacances scolaires. Donc, bien sûr, sous réserve de ne pas effectuer de travaux dangereux, insalubres ou au-dessus de leurs forces, bien sûr. Donc, pour embaucher ces adolescents, vous devez adresser à l'inspection du travail une déclaration indiquant le nombre de jeunes qui sont concernés par l'embauche, leur nom, prénom, l'âge, la nature des travaux qui leur seront confiés et le lieu précis où ces travaux seront effectués. Donc ça, c'est valable jusqu'à leur 18e anniversaire. Donc, bien sûr, il y a des règles en termes de durée du travail, de sécurité, qui varient selon l'âge. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous rapprocher de l'inspection en cas de doute. Donc, l'ouverture des droits santé étudiants, uniquement pour les activités, uniquement pendant les vacances estivales. Donc, l'étudiant, il reste rattaché à son régime de protection sociale actuel. Il convient de renseigner dans la DSN la date de fin de contrat. Voilà, il faut vraiment, là, par contre, être au plus juste. Il faut vraiment mettre une date
date assez fixe. Et pour les activités professionnelles qui s'exercent au-delà de la période estivale, donc elle est possible, si celle-ci elle est supérieure à 150 heures par trimestre durant l'année d'études. L'étudiant il sera alors affilié au régime au travail de l'activité professionnelle. Donc voilà, c'est vraiment des petites infos sur le sujet, juste pour vous dire, vous mettre une alerte sur le fait qu'on ne peut pas embaucher des jeunes, des mineurs sans certaines restrictions. Donc, mais voilà, vraiment, on vous invite vraiment à vous rapprocher de l'inspection du travail, c'est vraiment important. Donc, je vais laisser Patrice vous exposer les différentes formalités liées à l'embauche. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, pour les formalités, donc avant d'embaucher un salarié, il est nécessaire de vous assurer de la bonne identification de vos salariés. C'est une procédure qui est essentielle pour garantir un traitement rapide et efficace des droits sociaux de vos employés. Tout d'abord, pour les salariés français, il est obligatoire de fournir un justificatif d'identité, qui peut être un passeport ou une carte d'identité recto verso. Ensuite, pour les salariés qui sont nés à l'étranger, les documents requis sont un peu plus spécifiques. Il sera nécessaire de fournir un justificatif d'état civil, notamment un acte de naissance sur lequel figure lisiblement la filiation ainsi que le cachet de la mairie de naissance. Il faudra aussi un justificatif d'identité en cours de validité, comme une carte d'identité, un passeport ou un titre de séjour. Et pour les ressortissants hors Union européenne, qui inclut la Suisse et le Royaume-Uni, il y a un document supplémentaire qui est exigé. Il s'agit d'une copie du titre de séjour qui vaut autorisation de travail. Donc ça peut inclure une carte de séjour, une carte de résident, une carte de séjour temporaire ou encore un récépissé de demande d'asile. Ces documents sont indispensables et conditionnent l'ouverture du droit potentiel à la protection sociale des salariés. Avant l'embauche d'un travailleur saisonnier étranger, moi je vous invite à vous rendre sur le lien qui est indiqué là en bas de la page, dans lequel vous trouverez des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser, qui sont souvent assez nombreuses à ce sujet. On continue. On parlait de la déclaration préalable d'embauche. Après avoir identifié vos salariés, vous allez devoir procéder à la déclaration préalable à l'embauche, ce qu'on appelle DPAE. C'est une formalité qui est obligatoire pour ton employeur qui souhaite embaucher un salarié. Elle permet d'informer la MSA de l'arrivée d'un nouveau salarié dans l'entreprise. Et cette démarche est non seulement une obligation légale, mais elle garantit également un cadre sécurisé pour vous et le salarié. Alors, la DPAE doit être réalisée au plus tôt dans les 8 jours qui précèdent la date prévisible d'embauche et au plus tard juste avant le début de l'activité du salarié. Si la déclaration est faite en ligne, soit dans l'espace votre employeur MSA, soit sur le site netentreprise.fr. Elle permet, cette déclaration, de sécuriser plusieurs aspects de l'embauche. Il y a d'abord l'immatriculation du salarié. La déclaration permet de vérifier et de récupérer les données d'état civil du salarié qui sont enregistrées auprès de l'INSEE. Elle permet la protection sociale des travailleurs saisonniers, la déclaration au service santé au travail. Et enfin, en cas de contrôle, la DPAE prouve le respect des obligations légales qui évitent ainsi les sanctions. Y a-t-il des questions? Je ne vois pas de questions. Ah, si. Si. Il semble que les renouvellements de contrat TESA, prolongation de la DPAE, ne génèrent pas de contrat assigné, contrairement à la DPAE initiale. Pourtant, un décret est obligatoire pour ce type de contrat. Cela va-t-il ou a-t-il été corrigé? Pour moi, les prolongations sur le TESA, effectivement, ça ne nécessite pas une signature. Ça dépend dans quel cadre. Je vais me renseigner pour ça. Je reviendrai vers vous. Enfin, je me le note. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un changement sur les prolongations de DPAE, parce qu'au démarrage, ce n'était pas possible. Et donc, ensuite, ils l'ont modifié. Donc, je vais regarder. Ça date d'il y a longtemps? Je vais me renseigner. Je vais voir la réponse. Je n'ai pas de date. On n'a pas de date. Bon, je vais regarder. Je vais regarder et je reviendrai vers vous. Je continue.
Concernant les contrats de travail, bulletins de salaire, donc en tant qu'employeur, il y a certaines obligations légales qui doivent être respectées vis-à-vis de vos salariés. Il y a 2 documents principaux qui doivent impérativement être transmis. D'abord, le contrat de travail, puis ensuite le bulletin de salaire. Un contrat de travail doit être transmis aux salariés au plus tard dans les 2 jours qui suivent l'embauche. Ce document formalise la relation de travail et précise les droits et obligations de chaque partie. Les dispositifs comme le TESA et la DPAE-CDD peuvent faire office de contrat de travail, simplifiant ainsi les démarches administratives. Le bulletin de salaire est également un document obligatoire qui doit être remis aux salariés à chaque période de paye. Les services en ligne TESA Simplifié et TESA Plus facilitent la création de ces bulletins de paye. Un petit focus sur le contrat vendange. Pour les préparatifs des vendanges, vous pouvez utiliser le contrat vendange qui vous permet d'embaucher des salariés du secteur privé comme public pendant leur congé payé dans la limite de 1 mois. Je ne vois pas de questions. Ah si. Dans le cas du TESA ou DPAE qui font office de contrat, quel document je dois fournir à mon salarié? La DPAE, En fait, ça fait un seul et même document, donc vous pouvez leur transmettre ce document. Ouais, c'est-à-dire que le TESA il fait office et de déclaration d'embauche et de contrat. Si vous faites une DPAE seule de votre côté, ça nécessite la signature d'un contrat. La DPAE vaut pas contrat. Je poursuis sur les documents de fin de contrat. Donc à la fin de la relation de travail, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de fournir 3 documents essentiels aux salariés. Il y a le certificat de travail qui doit être daté et signé par l'employeur. Il contient le nom du salarié, le nom de l'entreprise, la date d'entrée et de sortie, ainsi que la nature des emplois occupés. L'attestation qui est destinée à France Travail sera générée aussi. Ce document permet aux salariés de faire valoir ses droits à l'allocation chômage sous certaines conditions. Alors maintenant, ce document pour les TESA S et TESA Plus, il sera disponible sous 3 jours maximum. Il y a eu un petit changement récemment. En effet, lorsque vous réaliserez le bulletin de salaire avec une fin de contrat, il y a un flux qui va être envoyé à France Travail, qui va générer une attestation employeur rematérialisée. Et France Travail renverra à la MSA par flux et ça sera accessible sur votre accès TESA. Le reçu du solde de tout compte, lui, détaille l'ensemble des sommes qui sont versées aux salariés lors de la rupture du contrat. Et une chose importante, c'est que le calcul du solde de tout compte relève uniquement de la responsabilité de l'employeur et n'est pas pris en charge, malheureusement, par le TESA+. Je ne vois pas de questions. Eh bien, j'enchaîne sur les principales exonérations. Un petit aparté donc sur les principales exonérations, car on a souvent des questions sur le sujet. Il y a la réduction générale dégressive unifiée et ce qu'on appelait avant l'exo-Fillon, et l'exonération des travailleurs occasionnels, qui sont 2 mécanismes d'allègement des charges sociales en France qui visent à encourager l'emploi et à soutenir certains types de contrats. Donc, depuis le 1er janvier 2026, la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales remplace les anciens dispositifs d'allègement, l'ex-réduction Fillon, comme je le disais précédemment. Elle s'applique à tous les employeurs du régime agricole avec un taux maximal de réduction pour les salaires au niveau du SMIC et un taux minimal pour les salaires proches de 3 fois le SMIC annuel brut. Le calcul du coefficient de réduction dépend désormais d'une formule unique. Cette réforme vise à limiter l'effet trappe à bas salaire, c'est-à-dire qu'auparavant, plus les salaires étaient bas, plus il y avait d'exonération. Et l'exonération des travailleurs occasionnels, appelée EXO-TODE, elle est spécifiquement dédiée aux travailleurs saisonniers ou occasionnels. Elle est également dégressive en fonction de la rémunération. Elle s'applique aussi jusqu'à 1,6 fois le SMIC et qui, contrairement à Fillon, est limitée, elle, dans le temps à 119 jours par année civile, par employeur. Ces 2 allègements de charges
ne sont pas cumulables pour un même salarié chez un même employeur sur une même année. Alors là, il y a des choses qui ont bougé depuis 2026. Il y a une nouveauté pour cette année, notamment dorénavant, un employeur qui bénéficie de l'exo TODE pour un salarié sur une période égale ou inférieure à 119 jours pourra, pour ce même salarié, bénéficier de la réduction générale pour un autre contrat qui sera non éligible au TODE. Par contre, à l'inverse, un employeur qui a bénéficié de la réduction générale dégressive ne pourra pas bénéficier de ce même contrat de l'exo TODE. Est-ce que ça suscite des questions? C'est vrai que ça, c'est nouveau là, depuis janvier 2026, où en effet, auparavant, voilà, quand il a bénéficié de l'exo-TODE, il n'y avait pas ce cumul qui pouvait se faire sur une même année. Donc là, maintenant, c'est tout à fait possible. Donc voilà, donc n'hésitez pas de toute façon, si vous avez des questions sur le sujet, à contacter le service cotisation. On vous a remis les coordonnées à la fin du webinaire. Alors, il y a une question. Quid si le temps dépasse finalement 119 jours? La question elle a disparu. Un recalcul se fait-il rétroactivement ou bien conservons-nous les 119 jours avec les OTO et le reste avec loi Fillon? Alors, si le temps dépasse finalement 119 jours, un calcul se fait-il rétroactivement? Non, en fait, c'est vraiment à vous de faire la démarche. C'est vraiment l'employeur, c'est-à-dire qu'au niveau des 119 jours, voilà, c'est à vous ensuite de faire la démarche. Ça ne se fera pas en automatique, en fait, si c'est ça la question. Il faut qu'il y ait un autre contrat, un deuxième contrat qui vient après le contrat pour lequel il y a eu une exonération TODE des 119 jours. Et donc, comment on choisit entre les deux exonérations? Alors, en fait, ça va vraiment dépendre de la durée du contrat. Si vraiment vous êtes sur des contrats saisonniers, des contrats courts, l'exonération TODE, elle sera plus favorable. Elle est un petit peu plus importante. Par contre, si en effet, vous pensez garder votre salarié au-delà des 119 jours et sur une durée beaucoup plus longue, là, dans ce cas-là, en effet, l'allègement RGDU sera plus intéressante. C'est la durée du contrat qui va déterminer en fait le choix entre ces deux exonérations. Et donc, il est marqué, si un salarié saisonnier passe en CDI au cours de l'année, il peut avoir la RGDU. Oui, puisque là, du coup, il n'aura plus le même contrat. C'est vraiment un contrat différent. Est-ce que c'est bien les questions que vous aviez posées? C'est bien ça? Par contre, il faut bien que ce soit un nouveau contrat. Voilà. Donc c'est pareil, on vous a remis aussi un lien utile où vous pouvez aussi y accéder et avoir encore plus d'informations. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus rentrer dans tous les détails lors de ce webinaire, sinon il nous faudrait presque la journée, je pense. Une nouvelle question. Pour l'attestation France Travail, la retrouve-t-on dans chacun des dossiers dont le BS a déjà été généré? Ce nouveau mode de gestion décale d'autant la remise du salaire. Alors, en fait, ça ne vous empêche pas de faire votre bulletin de salaire. Mais en effet, la nouvelle attestation France Travail, elle suscite des questions. On a beaucoup de retours en service cotisation. Donc, on a fait un retour à la Caisse centrale sur le fait que c'est vrai que vous étiez habitué, dès que vous génériez votre bulletin de salaire, les attestations arrivaient tout de suite. Mais là, en effet, il y a ce delta en fait, de transmission qui se fait auprès de France Travail. Donc, on a remis, mais dans tous les cas, ça ne vous oblige pas, ça ne vous empêche pas de faire votre bulletin de salaire. Vraiment, tous les autres documents seront générés, sauf en effet la France Travail qui en effet arrive sous maximum un délai de 3 jours. Et en effet, là, je vois la question, j'allais vous en parler. Et en effet, aujourd'hui, elle tenait sur une page et aujourd'hui, elle fait 8 pages. Donc ça, c'est vrai que c'est une remontée qu'on a eue la semaine dernière. Donc, on a tout de suite remonté l'information et en effet, c'est voilà, pour ne serait-ce qu'un gain de temps, de papier, on comprend que ce soit compliqué et vous faites bien de nous le remonter parce qu'on a fait cette remontée, des employeurs sont revenus vers nous sur le sujet. On a fait remonter en tout cas à la direction de France Travail sur le sujet. Donc on vous tiendra en effet informé suite à ces retours. Mais en effet, on comprend que ce changement n'est pas forcément plus simple pour vous. Ça, on accepte tout à fait l'information puisque nous avons été aussi un petit peu étonnés, nous, à la MSA, de ce changement. Et on a eu un petit peu les mêmes inquiétudes que vous. Je vois
pas d'autres questions. Donc du coup, je vois aussi dématérialisation. Combien d'années les BS sont-ils conservés chez vous? C'est la durée légale de conservation des bulletins de salaire. Je pourrais vous le redire, ça exactement. Que je ne vous dise pas de bêtises. Patrice, est-ce que tu as l'information? Je ne suis pas sûre que. Non, oui, il me semble que c'était des 3 ans et l'année en cours, mais à vérifier, oui. Oui, il me semble que c'est plus long. On va revérifier, on va vous le redonner. Dans tous les cas, tous ces documents-là, bien sûr, vous pouvez les retrouver, mais on vous incite quand même à les enregistrer aussi de votre côté. Qu'est-ce que la rematérialisation? En fait, la rematérialisation, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus le système qui génère en fait l'attestation France Travail, c'est vraiment France Travail qui va elle-même générer ces attestations. Donc, c'est pour ça que du coup, le terme de rematérialisation est utilisé, mais en effet, en fait, c'est que ça part de chez nous pour arriver chez eux. C'est eux qui établissent l'attestation pour revenir ensuite à la MSA pour vous être transmise. Donc, je pense que c'est un contrôle supplémentaire, malgré tout, des attestations France Travail pour éviter les falsifications d'attestations de certains salariés pour l'ouverture des droits chômage. Donc, du coup, on va aborder le sujet parce que vous êtes nombreux à nous interroger sur l'embauche des travailleurs étrangers. Donc, on va donc profiter de ce webinaire pour vous partager les points clés auxquels être attentif, en tout cas en tant qu'employeur. Donc, pour que votre dossier puisse être traité déjà sans difficulté, il est important de vérifier quelques points simples avant de transmettre vos documents. Donc, d'abord, assurez-vous que chaque pièce soit bien lisible, que le texte doit être clair, sans rature, sans surcharge et surtout sans partie coupée ou manquante. Ensuite, pour les documents d'état civil, vérifiez qu'ils sont bien officiels. Ils doivent comporter un tampon et ou la signature de l'officier d'état civil. Et enfin, prenez le temps de contrôler les informations personnelles, que ce soit le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, qui doivent être exacts et identiques sur l'ensemble des documents. Donc cette cohérence, elle est essentielle pour éviter tout retard dans le traitement du dossier. Donc voyons maintenant les conditions à remplir pour embaucher une personne née à l'étranger et ou de nationalité étrangère. Donc dans un premier temps, certains documents sont demandés, les points importants, donc il y a certains documents qui sont demandés dans tous les cas, quelle que soit la nationalité. Donc l'employeur doit disposer d'un acte de naissance avec l'affiliation, ainsi que d'un document officiel d'identité. En deuxième point, spécifique cette fois-ci aux salariés hors Union européenne. Donc il faut une autorisation de travail qui est obligatoire avant l'embauche. Cette autorisation, elle se demande en ligne sur le site officiel de l'administration française. Donc, on vous a mis le lien, là, l'administration-étranger-en France intérieur.gouv.fr. Donc, la démarche, elle est entièrement dématérialisée et se déroule en 3 étapes qui sont assez simples. Donc, tout d'abord, l'identification de l'entreprise, donc de votre entreprise. Ensuite, l'identification du futur salarié. Et enfin, la description de la nature du poste et du contrat de travail proposé. Si la demande est validée, l'employeur, vous recevrez une autorisation de travail sécurisée. Cette autorisation est également transmise au service de l'OFII, ce qui permet de poursuivre les démarches administratives dans un cadre conforme. Donc, je rappelle, l'OFII, l'Office française de l'immigration et de l'intégration. Je vais maintenant vous présenter la liste des documents à fournir, donc en distinguant bien sûr 3 situations. Donc, il y a les ressortissants de l'Union européenne et de l'espace économique européen, le EE, les ressortissants hors Union européenne et hors EEE, et les travailleurs saisonniers qui relèvent de l'Office française de l'immigration et de l'intégration. Donc tout d'abord, pour les ressortissants de l'Union européenne et de l'EEE, les démarches sont allégées. On demande essentiellement une pièce d'identité, un passeport ou une carte de ressortissant de l'Union européenne en cours de validité. Pour les ressortissants hors Union européenne et hors UEEE, c'est dur à dire, le dossier est plus complet. Il comprend un titre de séjour autorisant le travail, un visa long séjour ou un titre de travail, ainsi qu'une demande d'asile ou de demande de protection subsidiaire. Pour l'Ukraine, une autorisation provisoire de séjour temporaire et pour le Royaume-Uni, un titre de séjour suffit.
Enfin, pour les saisonniers relevant de l'OFII, donc l'Office française de l'immigration et de l'intégration, il s'agit d'une procédure spécifique. Les documents requis incluent le titre de séjour, donc une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que l'autorisation de travail. Nous vous remercions de privilégier le service en ligne pour l'envoi des documents, notamment un fichier par type de document. Donc, rassurez-vous, ce support, vous l'aurez, donc vous aurez toutes ces informations, parce que c'est vrai que je me doute qu'à l'oral, comme ça, c'est dit de façon un petit peu rapide, mais vous aurez accès à ce document qui vous sera envoyé à la fin du webinaire. Donc, dans le cadre de l'immatriculation d'un salarié de la demande d'attribution du NIR, donc du numéro de sécurité sociale, il est essentiel de rappeler que la production de pièces d'état civil est strictement encadrée. Donc, il y a deux documents, les deux documents sont obligatoires. Donc, tout d'abord, un acte de naissance. Donc, il doit s'agir d'une copie intégrale comportant les mentions marginales. Ensuite, un document d'identité en cours de validité. Donc, comme la carte nationale d'identité recto verso, passeport, ou pour les ressortissants hors Union européenne, un titre de séjour. Dans certaines situations, un acte de mariage peut également être requis, notamment lorsque le nom porté sur le document d'identité est différent de celui figurant sur l'acte de naissance. Par ailleurs, vous devez fournir des données de filiation, c'est-à-dire les informations relatives aux parents. Ces éléments facilitent le traitement des dossiers et sécurisent bien sûr l'attribution du numéro de sécurité sociale. Enfin, je rappelle que les pièces transmises doivent impérativement comporter à minima l'état civil principal du salarié, donc le nom de naissance, les prénoms, le nom marital ou d'usage, le cas échéant, et la date de naissance, le pays et la localité de naissance ainsi que le sexe. La qualité et la conformité des documents transmis sont donc déterminantes pour garantir une immatriculation rapide et sans rejet. C'est-à-dire que si voilà, les documents sont manquants ou ils ne sont pas conformes, ça va rendre l'immatriculation plus lente en fait. Donc on va être obligé de vous redemander des documents ou aux salariés. Donc forcément, ça va ralentir la procédure. Donc, dans cette partie du webinaire, on va attirer votre attention sur un point important concernant les pièces justificatives. On va vous présenter, là, je vais vous présenter des modèles de documents qu'on rencontre fréquemment, mais qui ne permettent pas à eux seuls de garantir l'affiliation du salarié à la MSA, ni de vérifier que sa situation régulière au regard du droit du travail. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas tous spécialisés pour reconnaître une pièce qui est valable ou non. Donc là, on vous a mis quelques exemples. Ces pièces, elles peuvent donner une impression de conformité, mais elles sont en réalité insuffisantes ou incomplètes, ou elles ne permettent pas de s'assurer de manière fiable que le salarié relève bien du régime de la MSA, ni que les obligations légales de l'employeur sont respectées. Donc, l'objectif n'est pas de pointer des erreurs, mais de vous aider à identifier les limites de certains documents et à comprendre pourquoi ils ne peuvent pas être considérés comme des preuves suffisantes. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de sécuriser vos pratiques et de demander les bons éléments et d'éviter des situations à risque, autant pour vous que pour le salarié. Donc la première pièce qu'on vous montre là, par exemple, c'est un visa qui est délivré par l'Allemagne. Et donc ce visa, il ne permet pas de travailler en France, parce que ce visa n'engage que le pays qui le délivre. Donc là, quand vous avez ce type de visa, vraiment, c'est vraiment lié que pour l'Allemagne. On a un deuxième titre, donc ça c'est un titre de voyage qui est délivré par la Grèce à un ressortissant hors Union européenne, hors EEE. Il autorise cette personne à résider sur le territoire grec exclusivement, mais il ne permet pas de travailler en France. Donc là, c'est vraiment ce document-là, si vous le voyez, c'est vraiment qu'un titre de voyage. Celui-ci, donc c'est un document de voyage qui est délivré par l'Italie à un non-ressortissant. Donc visuellement, en effet, il ressemble à la carte d'identité italienne qui est délivrée aux ressortissants italiens. Donc d'où le fait de faire attention parce que c'est vrai qu'il ressemble à une pièce d'identité italienne, mais c'est vraiment un document de voyage. Donc là, on vous a mis en jaune justement le fait qu'il y a la mention SEN. Là, sur ce document-là, c'est un titre de séjour qui est délivré par l'Espagne, mais qui ne permet pas de travailler en France. Donc là, c'est pareil, vous avez aussi cette notion. Et donc, c'est vraiment un titre de séjour, mais sans autorisation de travail. Donc voilà pour ces documents. Est-ce que ça suscite des questions?
Je sais que c'est pas évident, hein, avec tous ces documents différents, c'est pas déjà que ceux en France, ils sont pas toujours simples, et en plus, quand vous avez ceux qui viennent de l'étranger, ça ne facilite pas les choses. Mais c'est pour ça, au moins, c'est des petites alertes que nous vous en mettons. Donc, si c'est noté SEN, ce n'est pas accepté. Oui, en effet, c'est ce qui est marqué sur les documents. Mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander de toute façon à l'inspection du travail. Ils sauront vous dire si c'est des documents qui sont acceptés ou non, ou à la préfecture. D'ailleurs, c'est plus la préfecture. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Dans la continuité, on va aborder également un sujet qui soulève des questions importantes en matière de cadre juridique surtout, et de responsabilité et parfois même de risque. C'est le recours à la prestation de service. Donc, il y en a quand même de moins en moins, mais malgré tout, il fallait quand même que nous vous parlions de ce sujet. Donc, en agriculture, faire appel à une prestation de service, c'est choisir de confier tout ou partie des travaux de son exploitation à une entreprise spécialisée. Le prestataire est un professionnel indépendant, donc il conclut avec vous un contrat de prestation et adapté à vos besoins. Il s'engage sur un résultat et dispose des assurances nécessaires pour réaliser les travaux. Donc, le recours à un prestataire de service vous exonère des démarches administratives d'embauche et de surveillance de main-d'œuvre. Mais attention, ça ne vous exonère pas à certaines responsabilités. C'est là où on va vous en parler. Alors, Madame Baucher, vous mettez que la préfecture ne répond plus aux derniers envois. Avez-vous une adresse mail de référence? Là, je ne l'ai pas, mais je vais le noter, puis on va prendre attache avec eux pour savoir comment justement vous pouvez avoir une adresse pour obtenir une réponse. Je le note. Donc voilà donc du coup, le contrat de prestation de service dûment signé doit permettre d'établir clairement les obligations des parties et les conditions de la prestation. Donc ça, c'est vraiment important. Vous devez vraiment avoir un contrat. Le prestataire s'engage, donc moyennant rémunération, à exécuter de manière indépendante au profit de son client un travail déterminé et défini avec précision. Donc en principe, un savoir-faire spécifique ou une mise à disposition de personnel qualifié sont attendus du prestataire. De même, le prix de la prestation de service est généralement fixé en fonction de la nature des travaux et non pas par rapport à des heures de travail. Si le prestataire emploie des salariés, c'est à lui de les encadrer et d'avoir autorité sur ses ouvriers. Parce que, à défaut, vous pourriez être considéré comme le véritable employeur de la main-d'œuvre et voir votre responsabilité engagée sur le plan civil et pénal. Donc, ça veut dire que ce n'est pas vos salariés. Ils sont mis à votre disposition, mais c'est au prestataire de service de gérer les salariés. Donc, de les encadrer, c'est lui qui doit leur donner les informations. Donc, notamment pour le travail dissimulé ainsi qu'au titre des infractions de prêt illicite de main-d'œuvre et de marchandage. Donc là, c'est vraiment important, justement, le rôle que vous allez avoir, justement, par rapport à ces contrats. Donc, pour un prestataire qui est établi en France, vous devez demander pour tout contrat de 5 000 € hors taxes ou plus au moment de la signature, puis tous les 6 mois jusqu'à la fin de son exécution, les documents suivants. Donc, le document certifiant son inscription au registre du commerce et des sociétés ou à un autre registre professionnel lorsque celle-ci est obligatoire. Vous devez également avoir demandé ce document, les attestations de déclaration et de paiement des cotisations sociales auprès de la MSA ou de l'URSSAF, donc selon bien sûr le régime auquel il est affilié. Donc, il vous revient alors de vérifier en ligne l'authenticité de ces documents. Donc, vous verrez, vous pouvez utiliser l'adresse du service en ligne figurant sur l'attestation. Donc, cette attestation, elle permet de vérifier que votre co-contractant dispose de moyens nécessaires pour réaliser la prestation demandée. Donc, on va vous dire pourquoi tout ça, c'est important. Donc, en cas de recours à un prestataire établi à l'étranger, les éléments à demander seront les suivants. Donc, tout d'abord, le document mentionnant son numéro de TVA intracommunautaire. Donc, souvent, c'est des numéros qui commencent par FR. Ou à défaut, son identité et son adresse ou les coordonnées de son représentant fiscal en France. Donc ça, c'est vraiment important, c'est le premier document. Ensuite, il faut également demander le formulaire A1, attestant d'une couverture sociale pour le prestataire et ou ses salariés. Et lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, une attestation de déclaration et de paiement des cotisations sociales auprès de l'organisme de sécurité sociale d'étranger. Ou lorsque le prestataire est affilié au régime de sécurité sociale français, pour la présente prestation, l'attestation de déclaration de paiement de cotisations fournie par la MSA ou l'URSSAF, telle qu'on vous l'a dit juste au-dessus. Donc, en fait, c'est l'attestation de vigilance.
Donc, lorsque l'immatriculation du concontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays étranger, l'un des documents suivants est nécessaire. Donc, notamment l'inscription à un registre professionnel et un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle établi par le prestataire. Donc, il faut qu'il y ait son nom, dénomination sociale, l'adresse complète, l'inscription au registre professionnel. Et pour les entreprises en cours de création, donc si elle est en cours de création, qu'elle n'a pas encore tous ses documents, un document datant de moins de 6 mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation au dit registre. Donc, je sais que ça fait beaucoup de documents à demander, mais c'est vraiment important pour vous couvrir. Donc, attention. Donc, en cas de recours à des salariés détachés mis à disposition par le prestataire établi à l'étranger, il vous revient également de vérifier si ce dernier a désigné un représentant en France et s'il a effectué une déclaration préalable de détachement, donc la DPD, qui se fait via l'outil de déclaration en ligne, le SIPSI. Donc, c'est sur le site du ministère du Travail. Et donc là, c'est vraiment sous peine de sanctions pécuniaires et de suspension éventuelle de la prestation de service. Donc, en fait, concrètement, vous devez exiger l'accusé réception de la déclaration préalable de détachement qu'il aura effectuée sur le site SIPSI. Et donc, vous serez tenu de réaliser, si, imaginons, cette déclaration n'a pas été faite, vous, en tant qu'employeur, vous serez tenu de réaliser une déclaration subsidiaire de détachement dans les 48 heures suivant le début de la prestation. Donc, pour en savoir plus, on vous a mis justement un lien pour le droit du travail sur le site du ministère du Travail où il y a vraiment tout un détail. Mais c'est vraiment là l'objectif de ce webinaire et de cette partie-là, c'est vraiment de vous alerter sur les obligations et sur ce que vous devez faire et vérifier surtout. Alors, vous vous posez la question, cela nécessite de maîtriser les obligations du pays en question en matière de droit du travail et droit des sociétés. C'est vrai que ça demande quand même beaucoup de vérifications. C'est pour ça que n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez des doutes, vraiment même d'aller sur le site du ministère du Travail, parce que c'est vrai qu'on vous alerte sur le fait que souvent c'est par méconnaissance où ces documents ne sont pas demandés et c'est vraiment important de faire cette démarche et de réclamer tous ces documents. D'où ce petit focus sur le sujet. Parce que, voilà, si vous n'accomplissez pas vos obligations en matière de vigilance en tant que donneur d'ordre et que votre prestataire, imaginons, il se trouve verbalisé au titre d'une situation de travail dissimulé, ça veut dire que la CSMSA, elle est en mesure d'annuler tout ou partie des exonérations et réductions de cotisations dont vous avez bénéficié pour vos propres salariés, donc sur la période pendant laquelle la situation de travail dissimulé a eu lieu. Et de même, vous pouvez être tenu solidairement au paiement des obligations et sanctions frappant le prestataire ayant eu recours au travail dissimulé. À ce titre, vous pouvez avoir à régler les rémunérations, les impôts, les taxes et redressements de cotisations sociales mis à la charge de votre prestataire. Donc, le donneur d'ordre, l'employeur doit s'assurer de l'authenticité de l'attestation. Donc, ça veut dire que si vous faites appel à ces prestations, il faut vraiment, vous contrôler tous ces documents. Donc, notamment pour contrôler la validité de ces attestations, il suffit de vous munir du numéro de sécurité mentionné sur l'attestation. Il y a forcément le numéro de sécurité et c'est pas tout juste d'avoir l'attestation. Il faut vérifier l'authenticité du document à l'aide du module de vérification des attestations. Donc là, on vous a mis justement le petit schéma de savoir où est-ce que vous pouvez retrouver ce document et sur quel site vous pouvez les vérifier. Donc, pour faciliter les démarches de vérification, la MSA indique sur les attestations qu'elle délivre à ses ressortissants un code de sécurité unique, donc qui permet de vérifier leur authenticité. Les exploitants peuvent utiliser ce service si l'attestation qui leur a été remise comporte des codes de sécurité et l'adresse du service, comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc, non seulement il convient de demander l'attestation, mais également de vérifier que l'attestation remise par le concontractant n'est pas un faux. Donc, de toute façon, si le sous-traitant n'est pas en mesure de vous la fournir, il ne faut pas contracter avec celui-ci. L'attestation est automatiquement refusée par l'URSSAF ou la MSA au sous-traitant dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé. Donc, vous nous mettez les éléments obligatoires du contrat de prestation sont donc conditionnés au montant de la facture, soit à partir de 5 000 €. Oui, tout à fait. Là, en tout cas, dans les textes, c'est dès que la facturation 5 000 € et plus. Dans tous les cas, on vous conseille quand même d'être très vigilant dans ces cas-là, parce qu'on a quand même pas mal de remontées. Donc, c'est vraiment important et on vous alerte vraiment sur le sujet.
Donc voilà pour la partie des travailleurs étrangers. Donc on sait que c'est quelques points de vigilance qu'on vous a donnés, mais c'est vraiment, on vous encourage vraiment à vous renseigner, d'aller sur le site de la MESA pour avoir encore de plus amples informations. Là, vous avez vraiment mis l'essentiel. Donc on va maintenant vous présenter les différents services en ligne proposés par la MSA. Donc, vous avez ces services en ligne, ils sont accessibles sur votre espace entreprise du site de la MSA. Donc, vous allez pouvoir faire vos déclarations de façon dématérialisée, donc en ligne, soit pour faire la déclaration préalable à l'embauche, donc la DPAE, ou pour utiliser le TESA+ ou le TESA simplifié. Pour la DPAE, donc pour les CDD temps plein par exemple, sur votre espace entreprise dans l'onglet DSN DPAE, en cliquant sur Voir tous les services, vous allez visualiser l'onglet DPAE. Si vous êtes en DSN ou si vous réalisez vos bulletins de salaire via un logiciel de paie avec votre propre logiciel, ou si vous faites appel à un tiers déclarant, donc un centre comptable, vous devez déclarer l'embauche de vos salariés via ce service. Concernant le TESA simplifié et le TESA+, donc ce sont des services en ligne gratuits qui sont mis à disposition par la MSA afin de simplifier l'embauche de vos salariés. Et ça vous évite de prendre à avoir votre propre logiciel de paie. Donc ces services vous permettent en une seule déclaration de réaliser l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à la fin de contrat. Donc, au moment de l'embauche, ça vous permettra de faire donc la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche, le contrat de travail, l'immatriculation du salarié, la déclaration au service de santé au travail, donc également ce qu'on appelle la médecine du travail, l'inscription sur le registre unique du personnel et la demande de bénéfice des exonérations de cotisations patronales pour l'emploi d'un travailleur occasionnel. Et pendant la relation de travail, vous pourrez établir le bulletin de paie, la modification du contrat de travail, l'attestation France Travail dont on a parlé tout à l'heure, la déclaration annuelle des salaires à réaliser auprès des services fiscaux et la transmission de la déclaration sociale nominative dans ce qu'on appelle la DSN. Pour vous expliquer rapidement la DSN, justement, puisqu'on vient d'en parler, donc il s'agit d'un flux informatique qui est obligatoire et qui va regrouper l'ensemble des données que vous allez déclarer mensuellement, par exemple comme le temps de travail, la rémunération, les cotisations. Donc, une fois que vos paies sont réalisées, la DSN, en fait, elle permet de collecter ces données et de les transmettre aux différents organismes collecteurs comme la MSA, France Travail, la DGFiP et la GIRCARCO. Donc, en fait, toutes ces données sont envoyées par flux. C'est pour ça que c'est important, c'est que par exemple, si vous faites de la DSN et que vous n'avez plus de salariés, que vous n'effectuez plus de DSN, de vous désinscrire de la DSN. Sinon, par exemple, si on prend le cas de la DGFiP, ils vont attendre une DSN, et de même pour la MSA, et donc du coup, pour y être relancé, voire verbalisé. Donc, c'est important de faire ces démarches-là. Pour le TESA+, il est adapté, donc le premier outil donc, qui est proposé par la MSA donc, de façon gratuite, il y a le TESA+, qui est adapté plutôt pour l'embauche des CDD de plus de 3 mois ou les CDI, ainsi que les contrats spécifiques, comme par exemple les apprentis, les contrats cadres. Pour adhérer au TESA+, vous devez adhérer au service en ligne via un bulletin d'adhésion, donc au plus tard le 15 du premier mois du trimestre d'utilisation. Donc, au démarrage du TESA+, vous devrez compléter les taux de cotisation afin que les cotisations se calculent correctement. Donc là, en effet, vous pouvez aussi demander de l'aide au service cotisation pour notamment le démarrage du TESA+. Concernant le TESA simplifié, il est quant à lui, c'est un logiciel qui a été dédié vraiment aux travailleurs saisonniers. Donc toujours, c'est un logiciel gratuit, mais qui a été plutôt adapté pour le travailleur saisonnier. Donc il a eu une refonte en janvier 2024. Donc là, il est vraiment adapté à vos CDD de moins de 3 mois. Donc attention, il ne peut pas être utilisé pour les contrats spécifiques comme les contrats apprentis ou les contrats de professionnalisation ou encore les contrats cadres, puisqu'on vient de le voir, vraiment on vous préconise pour ces contrats plutôt de l'ETESA+, qui est vraiment adapté plutôt pour ces contrats-là. Pour utiliser le TESA simplifié, vous devez disposer d'un numéro de SIRET et la rémunération brute ne doit pas dépasser 3 fois le plafond de la sécurité sociale.
Et il faut également que la MSA soit en gestion des cotisations de prévoyance. Donc en fait, vraiment, c'est fait pour du contrat court. Donc on a souvent la question, c'est-à-dire que là, vous avez un contrat de 3 mois, vous reprenez le salarié, il faut refaire un contrat de 3 mois. Vous n'allez pas être bloqué totalement au bout de 3 mois, mais c'est pas fait. Vraiment, c'est un logiciel qui est fait pour des contrats courts, vraiment adapté pour les contrats saisonniers. Donc pour le TESA simplifié, il est adapté au CDD notamment pour les motifs de remplacement d'un salarié ou d'un non-salarié agricole, pour les CDD saisonniers, les CDD de vendange, donc la durée maximale est d'un mois, le CDD de surcroît d'activité et les CDD d'usage. Donc surtout, c'est important le motif, de bien utiliser le bon motif, puisqu'on a eu des cas justement où le motif n'a pas été utilisé correctement. Par exemple, ça a été pris pour un surcroît d'activité, un contrat surcroît d'activité, et en fait, l'entreprise disait qu'elle n'avait pas eu les exonérations de travailleurs occasionnels, TODE. Et c'est normal puisque c'est un motif, par exemple, qui n'ouvre pas droit à cette exonération. Donc c'est important que quand, par exemple, si vous avez bien pris CDD saisonnier, là où vous vendange, hein, donc là vous allez avoir une case qui va s'ouvrir sur le TESA simplifié et vous permettre de cocher pour dire que vous souhaitez bénéficier de l'exonération TODE. Donc si cette petite case ne s'ouvre pas, ça veut dire que le motif n'est pas éligible à cette exonération. Donc, on vous rappelle que les informations que vous déclarez lors de la saisie de la DPAE, donc la déclaration préalable à l'embauche, vous engagent. C'est pour cela que les prérequis sont très importants avant de commencer à effectuer vos déclarations. Donc, pour ce webinaire, nous n'aurons pas le temps de voir l'ensemble de la saisie du TESA, mais aujourd'hui, on a un recul de 2 ans sur l'utilisation du produit et des points de vigilance ressortent. Donc, il y a des données erronées qui ont des impacts sur les cotisations. Donc, surtout, si vous démarrez avec le TESA simplifié, n'hésitez pas à contacter le service cotisation pour qu'on puisse vous accompagner dans votre première démarche. Ne restez pas bloqué face à une difficulté, surtout. Donc en fait, ce qui est important, c'est que là, on s'est rendu compte, notamment les impacts, que certaines données en fait avaient des impacts notamment sur la réduction et les allègements. Donc par exemple, la catégorie socio-professionnelle, si vous ne la mettez pas correctement, ça a un impact sur vos allègements. Le temps de travail, la saisie des absences, donc c'est vraiment important. Et surtout, vous avez des pop-up qui vous le mettent sur le site, c'est-à-dire que vous devez déclarer en effet les jours travaillés, mais également les jours d'absence, puisque c'est important par rapport au plafond de la sécurité sociale. Et donc du coup, par rapport au calcul des allègements. Et aussi les motifs de CDD. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est important. Le bon motif CDD ouvre droit soit à l'exonération dite anciennement Fillon, soit à l'exo TODE. Donc c'est important le choix du motif. Donc pensez également à transmettre votre DSN chaque mois. Donc, sans quoi vous pouvez vous exposer à des sanctions. Donc, en effet, le TESA simplifié a évolué en janvier 2024 pour intégrer justement cette donnée DSN et intégrer justement toutes ces notions de droit du travail. Je ne vois pas de questions. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, tout ce qui est pour TESA plus ou TESA simplifié. Si c'est lorsque vous êtes sur l'outil, que vous avez des problèmes de navigation, donc là, du coup, vous avez un numéro justement pour notre système informatique qui va pouvoir vous accompagner à la saisie. Et si c'est vraiment un problème de compréhension cotisation, là, le service cotisation, bien sûr, est à votre écoute, hein, pour vous aider sur cette partie-là. Après, c'est vrai qu'on a souvent des questions qui sont liées au droit du travail. Attention sur le fait que la MSA peut vous aider sur l'outil, peut vous aider sur les informations liées à la MSA, mais tout ce qui est lié au droit du travail, là vraiment c'est important de vous référer à l'inspection du travail pour ces cas-là. Est-ce qu'il y a des conséquences pour les saisonniers au niveau de France Travail si on déclare les jours non travaillés en absence ou en non travaillés non absents? Alors, ça, je ne sais pas. Sur la partie France Travail, je ne saurais pas vous répondre. Mais en tout cas, le fait de ne pas calculer, enfin, de ne pas noter les absences, hein, les jours d'absence, les jours non travaillés, ça a une incidence en tout cas pour le calcul de vos allègements. Ça, c'est certain. Maintenant, je ne saurais répondre pour la partie France Travail. Dans tous les cas, pour leur calcul, en tout cas de droit, certainement qu'il y a d'avoir un impact. Mais ça, malheureusement, je ne peux pas me prononcer sur cette partie-là.
Donc, je ne vois pas d'autres questions. Je fais juste un petit focus rapide pour la santé et sécurité au travail de vos saisonniers. Donc, notamment, en tant qu'employeur, vous avez des obligations de sécurité et de résultats en matière de SST, donc santé et sécurité au travail, au travers du DURP, donc la déclaration unique que nous avons évoquée en début de ce webinaire dans les prérequis. Mais vous devez également mettre en œuvre les principes généraux de prévention. Donc, en cas d'accident ou de manquement, votre responsabilité civile ou pénale pourrait être engagée. Donc là, on vous met juste un petit focus. Donc c'est pour ça qu'il est important de vous préparer à l'arrivée de vos saisonniers, donc en outillant vos permanents sur leur rôle au moment d'accueillir les saisonniers et de bien accompagner ces nouveaux embauchés qui ne connaissent ni votre activité, ni votre matériel et encore moins vos locaux. Donc la MSA vous propose un accompagnement multilingue pour vous aider lors de l'embauche de travailleurs saisonniers. Parce qu'on sait que parfois vous êtes confrontés justement à la barrière de la langue. Donc on vous a mis à disposition justement sur le site, sur le site SSA. Vous le retrouvez sur le site de la MSA où on vous a mis de toute façon le lien là dans ce webinaire. Donc du coup, cette documentation est disponible dans plusieurs langues. Donc il y a à l'écran apparaissent que quelques exemples, mais il y en a encore beaucoup plus sur le site de la MSA. Donc du coup, on vous engage, on vous invite plutôt à aller sur le site pour aller voir et ça peut être vraiment un outil d'aide pour vous. Donc voilà, donc on arrive à la fin de notre webinaire. Donc pour vous aider, on vous a préparé quelques petites informations utiles, notamment donc les coordonnées du service comme le contact MSA, les contacts de nos partenaires. Donc en fait là on vous a remis donc pour le service aux employeurs, donc c'est le service cotisation. Vous avez normalement un agent qui vous est dédié sur les courriers que vous recevez, donc en haut à gauche, vous voyez les coordonnées de l'agent qui est en charge de votre dossier. Mais si par exemple vous ne retrouvez pas le numéro, on vous a mis le numéro du service et donc après une personne sera à même de pouvoir répondre sur votre dossier ou transmettre à l'agent qui est en charge de votre compte. On vous a mis également donc l'accès pour votre espace privé. Donc c'est vraiment, on vous préconise d'utiliser ce site pour toutes vos questions, c'est vraiment important. Et puis ensuite, après, les numéros des partenaires que vous pourriez avoir besoin comme numéro pour également pour vos démarches et vos questions. Donc, bonjour, vous nous enverrez par email le webinaire. Oui, bien sûr. Le webinaire, en fait, il sera mis sur le site de la MSA. Donc, on va vous mettre le lien. C'est dans l'employeur et vous avez webinaire. Et donc là, vous pouvez revoir tous les webinaires que la MSA Berry-Touraine a mis en place. Et donc, du coup, vous pourrez y accéder pour les revisualiser. Et en dessous sera le lien aussi pour le visuel que je viens de vous présenter.